Vous vous êtes déjà posé des questions sur la vie après la mort, sur la réincarnation, ou bien est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions sur le paranormal? Et bien justement avec Laura, on a regardé l'émission Les 30 histoires les plus mystérieuses qui passait sur TF1. Celle-ci date de 2009. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais en tout cas, on a pris les 3 histoires qui nous paraissaient les plus incroyables et les plus dingues. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière, elle est incroyable. Et surtout, il y a peut-être un concours à jouer. Et c'est parti! Tout de suite avec la première histoire. La première histoire, elle parle du triangle de la Burle, ou aussi appelé le triangle des Bermudes français. C'est quoi exactement? Eh bien, c'est l'endroit où malheureusement il y a le record du nombre de crashs aériens. En effet, depuis les années 30, il y a déjà eu plus de 80 accidents dans cette région-là. Il faut savoir qu'elle se situe entre le croisement de l'Ardèche, de la Loire et de la Haute-Loire à l'est du Massif central. Et c'est durant la Seconde Guerre mondiale que l'on recense le plus d'accidents, mais les accidents continuent de se multiplier après. Et parmi les 60 victimes, on déplore aussi des personnalités comme la sœur du président Kennedy ou bien le président du club de foot de Birmingham, et dans des conditions qui sont inexplicables. Et le crash le plus important dans cette région-là était celui du 21 janvier 1971, lorsqu'à bord il y avait les plus grands cerveaux français pour le programme nucléaire. L'avion il est tombé à plus de 1300 mètres d'altitude. Donc il y a eu 22 victimes et la presse a appelé ça le mystère de la 22e victime, puisque normalement, officiellement à bord il n'y avait que 21 personnes, mais les secouristes ont retrouvé 22 corps, ce qui pourrait laisser à penser, et c'est ce que la presse avait dit à l'époque, qu'il y aurait eu un terroriste à bord de cet avion qui était caché et que c'est à cause de lui que l'avion se serait écrasé. Mais il n'y a pas plus de preuves pour ça, c'était le scandale qu'il y avait eu à l'époque. En effet, il y a un grand mystère autour de ces accidents, surtout celui du 18 décembre 1980, car plusieurs témoins affirment avoir vu un avion qui était en difficulté. L'appareil disparaît derrière une montagne et une grande colonne de fumée apparaît juste dans l'air, et tous les agriculteurs et les automobilistes se sont arrêtés pour apercevoir le crash. Un plan de secours s'est mis en route pour venir en aide de ces personnes-là. De là, un hélicoptère va survoler les lieux pour essayer d'apercevoir peut-être des survivants, que sais-je, mais il ne retrouve rien. Rien du tout, pas de débris, pas de carcasse d'avion, pas de victimes, personne. Et 2 mois plus tard, c'est exactement le même phénomène mystérieux qui se reproduit et aucun avion n'a été porté disparu. Donc on peut pas dire, voilà, on n'a pas retrouvé de traces de l'avion, mais il y a quand même l'avion, un tel qui a disparu. Non, on n'a rien retrouvé. Ce qui est dingue, c'est qu'ils ont vu une colonne de fumée noire, et lorsque un hélicoptère survole, ils voient rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est une activité paranormale, ou alors est-ce que c'est justement quelque chose d'autre? Oui, si vous avez une explication rationnelle, dites-la dans les commentaires. On part tout de suite sur la deuxième histoire. La deuxième histoire, je la trouve totalement incroyable. Donc ça se passe dans la petite ville de Lafayette aux États-Unis, et le petit James Leninger, retenez bien son nom de famille, c'est important. Donc le petit James Leninger, qui a seulement 2 ans, n'arrête pas de faire des cauchemars la nuit, des cauchemars violents, dans lesquels il se réveille et il hurle « L'avion est en feu, l'avion est en feu, le petit homme ne peut pas sortir ». Et il fait ces cauchemars-là, à répétition. James commence alors à avoir une obsession énorme pour les avions. Même si ces cauchemars deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus graves, ses parents vont quand même décider à le suivre dans cette nouvelle passion et voir ce qu'ils peuvent en tirer quand même. Au début, les spécialistes essayent de rassurer les parents en leur expliquant que c'est normal chez les jeunes enfants de faire des terreurs nocturnes. Seulement, souvent, c'est chez les enfants de 4 ans et le petit James n'a seulement que 2 ans, donc il est assez jeune pour ce genre de terreur nocturne. Andrea, la maman, remarque quand même que son enfant a des comportements un peu bizarres pour son âge, donc il n'a que 2 ans. Et un jour, lorsqu'ils étaient dans un magasin à jouer, elle a vu un avion et elle a dit à son enfant « Ah, regarde James, il y a une bombe dans l'avion ». Et James l'a arrêté et il lui a dit « Non maman, ce n'est pas une bombe, c'est un réservoir secondaire ». Et donc la maman était en mode « Mais comment il peut savoir ça? Il n'a que 2 ans et même elle sait pas c'est quoi le mot réservoir secondaire. Même moi, je sais pas c'est quoi. » Donc imaginez un enfant de 2 ans qui dit ça. C'est assez impressionnant. Et là, un autre phénomène curieux se produit, puisqu'un jour ils sont dans un aéroport et le petit garçon se met à inspecter l'avion avec les mêmes gestes, la même attitude et le même positionnement qu'un pilote professionnel. Donc sa maman commence à trouver ça vraiment curieux. Le problème va alors prendre une tournure vraiment plus étrange, que pendant une nuit, James va faire une crise de panique énorme. Et là, la maman, il faut qu'elle agisse. Elle va commencer à lui poser des questions par rapport à ses cauchemars pour essayer de savoir un peu plus. De là, la maman lui demande qui est ce petit homme qui ne peut pas sortir. Et là, il répond « moi ». Elle lui demande qu'est-ce qui est arrivé à ton avion. Il s'est écrasé en feu. Comment ça se fait qu'il s'est écrasé? Il a été abattu. Mais par qui est-ce qu'il a été abattu? Et là, il répond directement par « les Japonais, les Japonais ». Donc, à partir de là, James commence à donner des détails qui sont presque impossibles à savoir pour un jeune garçon, et il décrit avec une exactitude qui fait froid dans le dos
les avions de chasse nippons des années 40. Et ils vont donc penser à une réincarnation parce qu'il y a vraiment trop de détails et cette histoire commence à être vraiment bizarre. Bruce, le papa, va commencer à se renseigner, à poser plus de questions à son fils pour avoir un peu plus de détails concernant l'avion et d'où il a décollé. James parle alors d'un corsaire qui aurait décollé du Natoma, un porte-avions. Le papa continue d'enquêter sans relâche et c'est là qu'il tombe sur une liste de noms de pilotes qui ont été abattus le 3 mars 45. Il va alors trouver un nom, celui de James Huston Jr. ou alors James II, donc comme on l'appelait à l'époque. Et tout devient logique parce que son fils lui avait dit avant qu'il était James III. Et là, l'histoire commence vraiment à devenir bizarre et étrange. L'histoire devient encore plus étrange puisqu'ils vont rencontrer la sœur de James Houston Jr. et James III, donc James Leninger, va rencontrer cette sœur, cette dame, et il va pouvoir répondre à des questions sur son frère, que seul elle et son frère connaissent les réponses. Donc c'est vraiment incroyable. Et elle, d'ailleurs, cette femme, est persuadée qu'il est la réincarnation de son frère. Je sais pas vous, mais moi j'aime à croire que c'est vrai, même si on n'a aucune réponse, on n'aura jamais de réponse. Mais il y a tellement de détails qui montrent. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce qu'il s'agit d'une histoire inventée à toute pièce par les parents ou même par la sœur? Ou alors est-ce qu'il s'agit justement d'une réincarnation? On ne sait pas. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous aussi vous croyez à la réincarnation, dites-le nous dans les commentaires. Si vous n'y croyez pas, dites-le nous aussi, ça nous intéresse. Et pour la troisième histoire, on part au Brésil et justement avec Luis. En effet, le troisième personnage s'appelle Luis comme moi, sauf que lui s'appelle Luis Antonio Alegastrow Gasparetto. Oui, très compliqué à le dire, mais bon. On le dira qu'une fois. Lui est un peintre médium issu d'une famille brésilienne et aussi d'une famille d'immigrés italienne. À l'âge de 13 ans, il décide de commencer à peindre, mais il se rend compte qu'il est vraiment pas doué et qu'il n'a pas de talent. Il est comme moi en fait. Et il va décider alors d'abandonner. Et c'est là que l'esprit de Manet prend possession de son corps et il peint un portrait en 3 minutes. Et à partir de cet instant, c'est plus d'une cinquantaine de peintres célèbres qui vont prendre possession du corps de Luis, qui vont utiliser le corps de Luis comme instrument. Et ce sera des peintres tels que Van Gogh, tels que Michel-Ange, Da Vinci, Delacroix et tant d'autres, on va pas citer les 50, qui vont prendre le corps de Luis comme objet. En effet, ça paraît vraiment dingue à entendre, on croirait vraiment une histoire inventée, mais ce qui est plus dingue, c'est qu'à ces tableaux, on reconnaît à chaque fois la patte, la peinture, le style et même la signature. Donc les spécialistes ont du mal à déchiffrer la signature, ils savent pas si c'est la vraie ou si c'est celle de Luis. Et à l'âge de 20 ans, Gasparetto aurait peint plus de 2400 tableaux de célèbres peintres disparus. Donc comme vous venez juste de le remarquer, lorsqu'il est en train de peindre, il rentre dans une espèce de transe. Il est vraiment comme possédé, c'est vraiment le cas de le dire. Il peint même les yeux fermés, il peint avec la tête parfois cachée dans le creux du bras. C'est vraiment impressionnant. Il arrive à peindre, donc il peint avec ses doigts, avec la paume de ses mains, parfois même avec ses pieds. Et en seulement quelques minutes, il réalise des toiles de maître. Je me demande s'il arrive à peindre avec son nez, avec sa bouche, vu que le mec il a un talent. Mais tu vois, il y a des talents inexpliqués, donc lui à mon avis il devrait aller dans American Got Talent. Et dans la vie de tous les jours, il est même pas peintre professionnel, en fait, il est juste un psychologue pour vous montrer que c'est même pas son boulot. Toutes ces toiles sont revendues aux enchères et avec l'argent, il les donne la plupart du temps à des associations, donc ce qui est plutôt pas mal. Et il faut savoir, donc comme l'a dit Luis, dans la vie de tous les jours, il est psychologue et quand il n'est pas dans cette sorte de transe, il ne sait même pas tenir un pinceau, il ne sait pas dessiner, il ne sait pas peindre. C'est ça qui est totalement incroyable. Alors, est-ce qu'il fait semblant? Est-ce que c'est du mytho? Est-ce que en vrai c'est le plus grand peintre et le plus gros arnaqueur de toute l'histoire? On saura jamais. Moi, je trouve cette histoire est vraiment impressionnante et j'aimerais croire que c'est vrai. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'en même temps vous avez appris des choses inutiles encore une fois grâce à nous. Et surtout, merci d'être resté jusqu'à la fin parce que Louise va vous parler tout de suite de ce qu'il faut faire pour le concours. Alors pour le concours ici, on va faire un concours pour nos 1000 abonnés. Avec Laura, comme on veut grandir un maximum, on a besoin de vous pour participer. On va prendre en compte les personnes qui interagissent le plus avec nous, donc qui interagissent le plus dans les vidéos, donc dans les commentaires, celles qui like, celles qui partagent. Donc si vous partagez la vidéo, n'oubliez pas de nous identifier à chaque fois, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou même sur les autres réseaux. Ici, vous verrez notre Instagram, il ne faut pas hésiter à nous identifier. Quand on fera le tirage au sort, on va prendre les personnes qui interagissent le plus. Et donc pour l'instant, le gain, on le connaît toujours pas. Donc d'ailleurs, si vous avez des idées de gains, tant que c'est pas un voyage à Hawaï, vous pouvez toujours l'écrire en bas de cette vidéo.
Donc on n'a pas encore réfléchi au gain, mais on aimerait bien vous offrir un chouette truc parce que 1000 abonnés c'est quand même un premier cap pour nous. Donc surtout n'oubliez pas d'interagir avec la chaîne au maximum, le plus possible, de partager sur tous les réseaux et peut-être que c'est vous qui gagnerez le mystérieux gain. Et on vous donnera peut-être des indices concernant le cadeau, donc soyez bien là et regardez toutes les vidéos à fond parce que peut-être que les indices seront en plein milieu de la vidéo, on mettra pas qu'à la fin. Donc, et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner parce que c'est gratuit. Et surtout n'oubliez pas de penser à vous.